On parle à la fin de l'année, d'après certains, d'1 € à 3 shekels 55. C'est-à-dire le niveau plancher auquel il était arrivé en 2001. Et comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim ici pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, le premier sujet, bien entendu, un peu incontournable, puisque nous avons procédé à la rentrée parlementaire de cette session d'hiver de la Knesset qui va être marquée par le vote du budget de l'État. Alors, on va en parler, et les premières tendances, je voudrais que vous nous les détailliez, des débats autour de ce budget, de la réforme agricole, de la présentation du budget par Lieberman devant la commission des finances. Expliquez-nous où on en est à ce niveau-là. Oui. D'abord, première chose, il faut réexpliquer qu'il ne s'agit pas d'un budget sur 2 ans, mais de 2 budgets différents. Un budget qui va terminer l'année 2021 et un autre budget pour l'année 2022. C'est ça. Ça change vote beaucoup par rapport. Oui, parce que la Cour suprême s'était opposée aussi à ce qu'on fasse un budget sur 2 ans. C'est aussi, ça peut changer des choses, c'est plus malléable et aussi ça doit normalement, effectivement, point de vue stabilité politique, que vous avez rappelé en allusion, ça doit permettre au gouvernement d'être tranquille jusqu'à la fin 2022. Et donc, c'est ça ce qu'il recherche ici. Maintenant, les premières tendances que je voudrais dire, d'abord, c'est la chose suivante. On avait beaucoup parlé de la réforme agricole, c'est-à-dire il y a un problème en Israël depuis plusieurs années d'augmentation massive des prix des fruits et légumes pour le consommateur. De 100%, avait dit Lieberman. Il a dit une des premières réformes que je veux faire, et il passera dans ce budget, c'est inonder le marché israélien de produits agricoles de l'étranger pour faire baisser les prix. Le lobby agricole, qui bien sûr est divers, et il représente beaucoup aussi d'ailleurs des membres qui sont dans le gouvernement, ils sont représentés par beaucoup de forces du gouvernement, ont dit stop. Alors, il a cédé, Lieberman, et il a été décidé de faire une commission qui doit réfléchir pourquoi il y a cette hausse de prix et comment faire pour la faire baisser. Et cette commission doit donner ses conclusions en février 2022. Donc, ça veut dire reporter sine die cette réforme agricole. Et donc, ça c'est le premier point très important à dire. Le deuxième point qui a été comme ça. Lieberman est venu présenter le budget à la commission des finances le 5 octobre, lundi dernier. Et lorsqu'il a présenté son budget, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa vision de l'économie. Il a dit, nous en reparlerons après, le shekel est fort parce que l'économie israélienne a des très bons points. Elle a des bons points, point de vue de l'endettement. Elle a des très bons points, point de vue de la balance des paiements, puisque Israël est excédentaire dans sa balance des paiements. Et alors, il a parlé aussi du chômage. Pour lui, le chômage baisse. Il y a effectivement, nous avons parlé en antenne, des chiffres contradictoires qui circulent ces derniers jours sur le fait si en septembre, il y a eu baisse du chômage, ou bien augmentation, ou bien stabilisation. Oui, parce que ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai entendu l'ancien ministre Israël Katz, ministre des Finances, qui pestait contre Victor Lieberman parce que celui-ci avait affirmé que le chômage était en baisse, alors que selon lui, eh bien, le chômage est en hausse. Alors, c'est la chose, et la réponse est, il y a stabilisation, et la réponse, ça dépend d'abord sur quel chiffre on va. Il y a 2 chiffres dans le chômage. Les chiffres qui concernent avant le corona, c'est-à-dire la situation normale, et les chiffres qui concernent en prenant en compte le corona. Si on prend en compte le problème du corona, il y a en septembre, un peu d'hausse du chômage. Parce que il y a des secteurs qui vont moins bien. Il y a encore, vous avez parlé qu'on parle d'allègement. Pour l'instant, il faut voir que nous sommes dans septembre. Il y a eu, justement, il y
c'était pas encore les problèmes des allègements, il y a des secteurs qui souffrent. Par contre, si on regarde ce qu'on appelle le chômage point de vue général, c'est l'Institut statistique qui fait ça en dehors de ce que le corona pouvait faire, alors il y a une petite baisse et on est à 7,4 ou un truc comme ça. Donc on a réussi un petit peu à faire baisser le chômage. Donc ça dépend. Moi je comprends le ministre parce que celui qui est chômeur, il s'en fout des statistiques. Ce qu'il sait, c'est que lui, il ne trouve pas d'emploi parce qu'il a un problème. Et le problème est surtout, d'ailleurs, on dit dans les gens qui sont dans assez âgés, qui ont perdu leur travail au niveau à cause de la crise du corona et qui ont du mal à retrouver le travail. Deux derniers points que je voudrais, qui ont une importance à mon avis capitale sur la suite des choses. D'abord, il y a eu une discussion à la Commission des finances sur la réforme des retraites. C'est-à-dire maintenant, l'État, jusqu'à maintenant, garantissait 30% des retraites et ils ont décidé de plus le faire ou de le faire une fois tous les 5 ans. La Banque d'Israël s'est opposée à cette réforme et a pensé que les retraités seraient moins bien défendus par la réforme du gouvernement. Maintenant, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'elle est passée. Ils ont fait fi de l'opposition de la Banque d'Israël et aussi de la profession et de gens qui connaissent dans la retraite. Et ça va avoir une importance fondamentale parce que ça va permettre à peu près 200 milliards de shekels par an d'aller, au lieu d'aller à l'État, aller sur la bourse directement parce que c'est plus l'État, cet argent-là, les compagnies d'assurance vont l'investir dans la bourse. Dernière chose que je voudrais noter, c'est un peu politique et un peu autre, mais à mon avis, c'est ça qui va, à la fin, faire si le budget va passer ou pas. On parlait beaucoup que le gouvernement avait promis dans les accords de coalition de donner 50 milliards de shekels sur plusieurs années à la population arabe israélienne. D'après ce que je vois, des chiffres qui sont donnés par les économistes et les financiers qui ont lu le budget. Là, ils ont revu ça à la baisse. C'est 32 milliards aujourd'hui. Ah bon? Moi, j'ai même pas entendu 32 milliards. Mais on les voit pas, les 32 milliards. Oui, on les voit pas. C'est-à-dire, Lieberman dit à ses fonctionnaires, commencez un peu à libérer. Dans le budget de l'État, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir beaucoup de patience pour analyser tout ce que l'on Mais je vous donne un cas précis cette semaine, quelques jours de ça. Lieberman dit à ses fonctionnaires, libérez maintenant 3 milliards de shekels pour le secteur arabe. Ils ont refusé. Ils ont dit non, faut attendre le budget, etc. Donc, et vous entendez sûrement, vos points de vue politiques, des voix du Raham, du parti islamiste qui est membre de la coalition, de dire si c'est comme ça, nous, on va aller à l'opposition. C'est que, apparemment, eux, ils voient que l'argent, pour l'instant, n'arrive pas. Ils font pression pour que l'argent arrive. Et ça, c'est une chose qu'il faudra voir. Alors, on va passer tout de suite, on a parlé un peu de chômage, on va parler un peu d'inflation ou de déflation. Où va le shekel qui continue à se renforcer sans arrêt? Oui, à part le fait que Lieberman a voulu dire que le shekel est fort parce que l'économie est forte, j'ai pensé à parler de ce sujet aussi parce que j'ai eu cette semaine une hola envoyée d'ailleurs par Kalitime, dirigée par Sarah Simra Ben Kemoun, qui m'a dit la chose suivante, elle était fâchée apparemment que la banque lui ait changé des euros en shekels à l'été dernier. Alors d'abord, il faut bien entendu rappeler, la banque ne peut pas faire une opération si la personne ne l'a pas demandé. Et il faut voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Apparemment, l'argent qui lui est venu de France est venu directement sur un compte en shekel. Je ne sais pas, point de vue juridique, ce qui s'est passé. Par contre, je lui ai dit qu'elle a un ange gardien. Parce que à l'été dernier, en juillet-août, l'euro, je parle maintenant surtout pour nos auditeurs, il était à 3,90. Maintenant, cette semaine, il était à 3,72. Et il faut savoir que les cambistes israéliens, les spécialistes qui regardent ce qui se passe sur le shekel, sont divisés un peu, bien entendu, sur ce qui va se passer sur le shekel exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré les efforts de la Banque d'Israël, le shekel, de façon continue, augmente. Et l'euro baisse fortement au dollar. Vous savez, il y a eu des incertitudes en plus à cause des élections en Allemagne. Et je vous dis le chiffre, pour l'instant, il est autour de 3,70, un peu au-dessus, 3,75. On parle à la fin de l'année, d'après certains, d'un euro à 3 shekels 55. C'est-à-dire le niveau plancher auquel il était arrivé en 2001. Donc, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais je voudrais dire
aux Olim qui nous écoutent, ou à ceux aux francophones, même à futurs Olim, que s'ils ont des euros et qui veulent aller habiter en Israël, il faut pas jouer avec ça en voyant que l'euro une fois était à 4 shekels. Si ça continue comme c'est maintenant et qu'il n'y a pas une énorme crise financière aux États-Unis, parce qu'encore une fois, si les bourses américaines craquent, alors le shekel craquera comme c'est arrivé au début du corona. Mais si ça n'arrive pas, il y a un risque que l'euro soit très dévalué dans les périodes qui viennent. Un risque, je dis bien, voilà. Donc, faites attention de ne pas conserver trop longtemps vos euros. C'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors on va continuer encore avec en parlant du ministère de la Justice et des cartes de crédit. Le ministère de la Justice affirme que dans tous les cas de plainte, dans l'immense majorité des cas de plainte, eh bien c'est la compagnie de cartes de crédit qui est responsable et pas le client. Oui, on fait écho ici dans cette chronique d'arnaques. Souvent, qui sont sur les cartes de crédit. Je fais souvent des appels ici d'abord de regarder tous les jours ce qui se passe sur votre carte de crédit, mais aussi de faire très attention à des que vous recevez à des lettres ou à des SMS ou je ne sais quoi, qui vous disent donnez votre numéro de carte de crédit. Maintenant, les cartes de crédit, tellement que ça augmente ce genre d'arnaque, se sont tournés vers le ministère de la Justice et ont voulu avoir une opinion pour savoir si ils arrivent à prouver que le client a été négligent et n'a pas vérifié comme il fallait sa carte de crédit, qu'il n'a pas gardé comme il le fallait, qu'il a laissé ce numéro n'importe où, qu'il a donné à des mafieux. Est-ce que même dans ce cas-là, la carte de crédit, les compagnies de cartes de crédit devraient rembourser au consommateur s'il n'y a pas eu l'affaire, s'il a perdu son argent? Et la réponse a été oui. Vous devez savoir. Il a dit aux cartes de crédit, vous n'avez pas seulement un problème s'il y a un dommage, vous avez une responsabilité absolue et illimitée de ce qui se passe par rapport au client sur la carte de crédit. Donc dans tous les cas, vous devrez lui rembourser. Voilà, bon ça c'est un point important. On va terminer ce survol de la presse économique par un rapport annuel de la Banque d'Israël, justement sur les demandes du public concernant l'attribution de crédit, des fameux prêts. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, depuis maintenant plus de 2 ans, chaque Israélien est noté. Je l'ai dit plusieurs fois cette chronique, lorsqu'il va demander un crédit, que ça soit à sa banque ou à n'importe quel organisme financier, il doit signer un papier comme quoi cet organisme a le droit de voir sa note qui lui a été attribuée, c'est une note qui est attribuée, vu son passé, est-ce qu'il a toujours payé ses dettes, etc. Oui, ça lui permet de mieux pouvoir obtenir plus facilement des prêts éventuellement. Ça a permis la concurrence entre les organismes financiers, mais ça fait un problème par rapport à ceux qui demandent, parce que ça a ouvert tout leur dossier auprès des organismes financiers. Et il y a des gens qui ont des mauvaises notes et qui ont du mal à avoir des crédits, même s'ils pensent que eux, la note qui lui est attribuée n'est pas la bonne note et qui devrait être mieux notée. Dans ce cas-là, la loi aussi avait prévu qu'il y a une possibilité de recours. Il y a une base de données qui est gérée par la Banque d'Israël et on peut s'adresser à elle en disant « Pourquoi j'ai la note tant et tant ? D'après ce que je vois, c'est basé sur ça, c'est pas vrai, etc. » Il y a plus de demandes en 2020 qu'en 2019, d'abord, à noter la Banque d'Israël, une demande jusqu'à 17 000 demandes par mois. Pour changer. Ça veut dire que les gens, de plus en plus, sont conscients du fait qu'ils peuvent réclamer de leurs notes. La Banque d'Israël note cependant que d'abord beaucoup de demandes sont rejetées parce que les gens n'ont pas compris, mais il y a des critères pour lesquels une fois quelqu'un a été en faillite ou des choses comme ça, ça lui fait beaucoup de problèmes. Et s'il a donné des chèques impayés, des choses comme ça. Donc, sauf, encore une fois, dans la période de Corona, elle a aussi noté que ceux qui s'adressent le plus pour demander une réclamation sont les gens entre 30 et 50 ans. Apparemment, c'est les gens les plus qui demandent des crédits. Eh bien, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique de cette semaine.